Bonsoir. Je vous demande d'éteindre vos téléphones parce que j'ai appris que la CIA pouvait enregistrer notre conférence. Ou à moins que les Chinois, parce qu'ils sont dans la course aussi. Donc, nous avons un peu bousculé nos programmes ces dernières semaines à cause de la conférence de Thuram. On ne n'est pas raciste, on le devient. Il y avait à peu près 280 personnes à l'université Saint-Jean-d'Angely. C'était un grand succès. Le séminaire qui devait se dérouler aussi le 7 mars sur le néolibéralisme, malheureusement, on n'a pas pu faire les deux conférences en même temps, se déroule ce soir à l'amphi de Saint-Jean. Donc certaines personnes qui souhaitaient venir là ont préféré aller à l'autre conférence. Donc c'était avec Maria Donzelli, les médias et la promotion du néolibéralisme. Donc ce soir, la conférence, on va aborder les questions de l'économie, de l'alimentation et de l'écologie, qui devait être animée par Michèle Rivasi, députée européenne. Et à la dernière conférence, je vous ai dit qu'elle avait été interpellée à l'aéroport en Belgique, mais elle est sortie de prison, je plaisante. Mais elle n'a pas pu venir ce soir, peut-être parce qu'elle organise sa campagne électorale. Donc on avait prévu non. Et c'était donc avec Gérard Puy, Le Puy, pardon, on devait s'organiser, voilà. Avant de lui passer la parole, quelques informations. Le jeudi 28 mars, c'est la prochaine conférence. Nous ferons une approche physico-zététique de la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire zététique, hein? C'est qui cherche, qui examine, qualificatif donné aux philosophes sceptiques, donc par Henri Brock, professeur. Le jeudi 18 avril, il y aura la conférence Les luttes d'idées à l'âge néolibéral par Isabelle Garot, philosophe. Cette conférence se tiendra avec le séminaire qui d'habitude se déroule à Saint-Jean-d'Angely, et les personnes qui participeront à ce séminaire viendront donc cette salle le 18 avril, excusez-moi. Donc je vais très rapidement vous présenter Gérard Lepuy, journaliste, spécialiste de l'agroécologie. Il va nous parler des pratiques agricoles comme de l'agroécologie, l'agroforesterie, produire mieux et à moindre coût en stockant plus de carbone dans les sols, réduire le bilan carbone. Donc je lui passe tout de suite la parole pour engager notre débat sur ces questions d'avenir. Merci. Merci bien. Donc, je suis un journaliste retraité qui continue de collaborer à l'Humanité, journal qui a des difficultés financières en ce moment. Je n'ai pas toujours exercé ce métier puisque je suis né dans une ferme en Bretagne. J'ai travaillé jusqu'à 24 ans. Ensuite, je suis allé à l'usine. Je faisais des pneus chez Kléber à Colombes. Et quand cette usine a fermé, on ne voulait pas reclasser les syndicalistes, ce qui fait que, comme j'avais une pratique rédactionnelle de militant ouvrier, j'ai fait un stage d'été à l'Humanité, et on m'a gardé après. Et comme j'étais d'origine paysanne, on m'a dit « personne ne veut les dossiers agricoles, donc toi tu vas les prendre ». Moi ça m'arrangeait bien. Voilà pour ce qui est de mon parcours un peu atypique, mais chacun de ces trois métiers m'a beaucoup apporté, et je dirais que d'avoir exercé deux autres professions auparavant sur une durée relativement longue, puisque j'ai été paysan pendant près de 10 ans, moins le service militaire, et j'ai été ouvrier d'usine pendant 17 ans et demi, donc je suis devenu journaliste à 42 ans.
Voilà pour mon parcours, et depuis que je suis retraité, je collabore toujours à l'Humanité et je m'efforce de produire des idées, de sortir un livre tous les 2 ou 3 ans, voire davantage, puisque les 3 derniers qui sont là sont sortis en 2015, 2017 et 2018 pour celui-là, Réinventons l'économie dans un monde fini. Qu'est-ce que j'entends par un monde fini? Eh bien, c'est ce monde du XXIe siècle dans lequel les ressources fossiles sont en voie de raréfaction, qu'il s'agisse des hydrocarbures, qu'il s'agisse de certains métaux, etc., le cuivre par exemple, voire de certains fertilisants comme les phosphates. On ne sait pas combien de temps ça va durer, et donc ça pose la question d'avoir une économie beaucoup moins gourmande en énergie fossile et en autres produits d'origine fossile, mais aussi d'avoir une économie mondiale, puisque l'économie est mondialisée désormais, qui permette aux ressources renouvelables de se renouveler en permanence, ce qui n'est pas le cas depuis un certain nombre d'années, puisqu'on nous dit aujourd'hui que dès le début du mois d'août maintenant, on a consommé tout ce que la planète peut produire en un an. Et je me dis, comme citoyen, comme grand-père de 5 petits-enfants également, que cette situation ne pourra pas durer, et donc nous devons faire beaucoup pour faire en sorte que on jette un autre regard sur le fonctionnement de l'économie, on modifie son fonctionnement. Le problème, c'est que on ne peut pas dire que les choses avancent beaucoup, et donc c'est de ça que je vais vous parler au début de mon intervention, et dans la deuxième partie, montrer comment justement l'agriculture fait partie des solutions pour faire en sorte qu'on ait une planète où il fasse bon vivre encore dans les prochaines décennies et dans les prochains siècles si possible. On nous dit qu'il y aura 10 milliards d'humains en 2050 au lieu de 7 milliards et demi en ce moment. Ça veut dire qu'il y aura 10 fois plus d'habitants au milieu du XXIe siècle qu'au début du XIXe siècle, où il y avait à peu près 1 milliard d'habitants. Et quand on regarde l'évolution de la population, on s'aperçoit qu'en 18 ou 19 siècles, elle a été presque stable, en dessous d'1 milliard d'habitants sur la planète, et que les émissions de gaz à effet de serre aussi, ça a évolué à la verticale. Et c'est à partir notamment du milieu du XIXe siècle que la courbe se modifie, et les deux courbes montent de la même manière, c'est-à-dire celle de l'augmentation de la population mondiale et celle des émissions de gaz à effet de serre, laquelle est très liée à l'exploitation des énergies fossiles, le charbon dans un premier temps, le pétrole dans un second temps, puis le gaz, même si le gaz émet moins d'émissions de gaz à effet de serre que le charbon ou le pétrole. Le GIEC nous prévient de plus en plus que les choses ne peuvent pas durer comme ça, et qu'il faudrait, dans les 30 prochaines années, réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre énormément, au point de les diviser par 4 en 30 ans, et qu'il faut commencer dès maintenant, parce qu'on a déjà perdu trop de temps. Et donc, à partir de là, se pose la question, est-ce qu'on a la volonté d'adapter les économies à cette situation, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine? Moi, je suis attentivement toutes les COP qui se déroulent depuis celle de Kyoto en 1997. À Paris, en 2015, on a adopté un texte qui dit que
on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés de plus que le début de l'époque industrielle d'ici la fin du siècle en cours, voire à 1,5 autant que possible, sauf que quand il s'agit de passer aux travaux pratiques, eh bien, rien ne se passe, ou presque. Par exemple, en France, les transports, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. Les bâtiments, parce que souvent ils sont mal isolés, leur consommation, c'est 20%. L'industrie, c'est autour de 18-19%, mais comme l'industrie a beaucoup délocalisé dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, une partie du bilan carbone de ce que nous consommons est imputable à d'autres pays qui nous exportent un certain nombre de produits, notamment des vêtements, etc., de l'électroménager et tout. L'agriculture, c'est 19%. Le problème, c'est qu'il faut se nourrir, mais selon, j'y reviendrai tout à l'heure, selon les pratiques agricoles que l'on met en œuvre, eh bien, il y a moyen de produire différemment en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que le grand fléau, c'est la circulation sur route. C'est la circulation sur route dans un pays où, depuis une cinquantaine d'années, le non-aménagement du territoire, je dirais, a été piloté par le capital spéculatif, c'est-à-dire par les travaux publics et le bâtiment, les décideurs politiques leur donnant carte blanche pour aménager les choses à leur façon et essayant de récupérer les bénéfices. Il suffit de regarder comment, par exemple, autour des villes grandes et moyennes, on a fait des zones de chalandise à la périphérie. Il suffit de regarder comment aussi, alors qu'on avait auparavant des villes avec un habitat dense, on a étalé dans les banlieues l'habitat, et à partir de là, évidemment, pour se rendre au travail comme pour faire les courses, il faut absolument disposer d'une voiture. On est dans l'Union européenne qui compte, selon qu'on y met la Grande-Bretagne ou plus, 27 ou 28 pays, et pratiquement tous les transports d'un bout à l'autre de l'Europe se font par camion, alors que le train existe dans tous les pays, mais on n'a rien mis en place pour faire du ferroutage pour transporter les marchandises. Et donc, tant qu'on ne diminuera pas ces émissions de gaz à effet de serre imputables aux automobiles, eh bien, je vois mal comment on avancera dans ce domaine. Parce que même le TGV, figurez-vous, le TGV fait gagner du temps. Sauf peut-être pour venir de Paris à Nice, parce que là, j'ai mis près de 7 heures aujourd'hui, alors que je devais mettre que 6 heures. Mais on va de Paris à Bordeaux en 2 heures maintenant. De Paris à Rennes en 2 heures aussi. Sauf que, comme le TGV rend le temps de trajet de plus en plus court entre certaines grandes villes, la tendance c'est de concentrer les activités économiques et l'emploi au cœur de ces villes ou dans leurs proches périphéries, et comme cela crée de la spéculation, eh bien les gens qui veulent aller se loger ou en location ou en accession à la propriété, ils vont à 20, 30, 40 ou 50 km de leur travail. Ça c'est vrai autour de Bordeaux, c'est vrai autour de Toulouse, c'est vrai autour de Marseille, autour de Nice, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est un peu la même chose, c'est vrai aussi autour de Rennes, de Nantes, de Lille et de plein d'autres villes. Et donc, quand on est dans cette situation-là, eh bien, c'est extrêmement difficile de se passer de voiture, et c'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a eu cette augmentation des taxes sur les carburants pour soi-disant réussir la transition écologique, eh bien, on a eu cette levée de bouclier des gilets jaunes parce que il y a beaucoup de travailleurs ou salariés ou travailleurs indépendants et même des retraités aujourd'hui qui ont de plus en plus de mal à finir leur fin de mois et donc qui n'ont pas supporté cela. D'autant plus que seulement 20% des taxes sur les carburants devaient être fléchées pour la transition écologique. Et encore,
c'était pour donner une prime à la casse pour les ménages qui changent leur voiture en leur disant, eh bien, vous allez acheter une autre voiture plus récente ou toute neuve qui sera moins polluante que celle que vous allez brader pour aller à la casse, et pour ça, on va vous donner une prime pour vous aider à acheter la nouvelle voiture. Mais ce raisonnement, il ne fonctionne pas. Parce que si on accélère la production de nouvelles voitures, on accélère aussi l'extraction des métaux, on accélère aussi le travail de ces métaux, leur transport, et on accélère la fabrication des voitures. Alors certains me diront, mais ça crée de l'emploi. Sans doute, sauf que on augmente les émissions les émissions de gaz à effet de serre en accélérant le processus de fabrication des voitures. Mais on a vu aussi que les gens qui changent leur voiture, ils sont nombreux à acheter des SUV, ce qu'on appelle des SUV, c'est-à-dire des voitures plus puissantes que celles d'avant, et donc qui consomment davantage, ce qui fait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre par voiture, on ne la voit pas beaucoup. Et puis, troisième élément, les voitures qu'on met à la casse, souvent, elles ne sont pas cassées pour être refondues, pour donner des métaux pour fabriquer autre chose. Une bonne partie de ces voitures sont revendues pour aller en Afrique notamment, puisque les pays européens exportent chaque année entre les voitures, les utilitaires et les camions quelque chose comme 5 millions de véhicules sur le continent africain. D'ailleurs, le bateau qui a coulé au large de La Rochelle il y a 2 jours, eh bien, il y avait 2000 véhicules dedans, en plus des produits toxiques, des produits toxiques et du fioul, qui étaient à destination de l'Afrique. Donc on voit bien que les mesures de ce type ne sont pas de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons besoin de construire des bâtiments à énergie positive. Nous avons besoin de recycler tout ce qui est recyclable dans l'économie circulaire. Et nous avons besoin de transports doux. Évidemment, la meilleure solution, c'est le rail, mais à part les TGV dans lesquels on a mis tout le pognon, si je puis dire, eh bien, les lignes de chemin de fer, d'une part, sont mal entretenues, le fret diminue, les transports de voyageurs de ville à ville diminuent aussi, et comme si ça ne suffisait pas, l'actuel président de la République, quand il était ministre, eh bien, il a fait voter une loi pour créer les cars Macron, dont toutes les entreprises sont en déficit, mais qui néanmoins enlève des clients à la SNCF. Et évidemment, le transport d'un voyageur par car, eh bien, est plus polluant que par le train. Je note d'ailleurs que le train en France, c'est 11% des transports, voyageurs et fret compris. Mais ce n'est que 2% des émissions de gaz à effet de serre imputables au transport. Donc, c'est de loin le moyen le plus écologique pour faire des transports. J'en viens maintenant à l'agriculture et la transition écologique. Dans quelle situation on est aujourd'hui? Moi, j'observe les politiques agricoles depuis maintenant 35 ans. On a en France une agriculture qui s'est beaucoup spécialisée au cours des dernières décennies. Et dans cette agriculture, on a 3 secteurs excédentaires au niveau du commerce agricole. Il s'agit du secteur des céréales, il s'agit des vins et des spiritueux, et il s'agit aussi des produits laitiers. Mais quand on regarde les céréales, par exemple, ça a conduit à faire beaucoup de blé en rotation courte. En général, on sème du blé derrière du colza ou derrière du tournesol. Après, on met du maïs ou de l'orge.
après on remet du colza et on remet du blé, etc., etc. Et en procédant de la sorte, comme les zones céréalières n'ont plus d'élevage, elles se sont spécialisées dans les céréales sans avoir d'élevage, il n'y a pas non plus de fumier, donc il n'y a pas d'apport de matière organique pour enrichir les sols. Et donc, on a le recours exclusif aux engrais chimiques, potassiques ou phosphatés et surtout azotés. Et la production d'engrais azotés notamment, ça conduit aussi à brûler beaucoup de gaz pour produire ces engrais et ça conduit aussi à émettre beaucoup de gaz à effet de serre au moment de l'épandage de ces engrais. Et on s'est aperçu aussi au fil des ans que, comme les terres à blé perdent de la matière organique, eh bien, le blé, il est de plus en plus pauvre en protéines. Le blé français a du mal aujourd'hui à atteindre un taux de 11% de protéines. Et les pays importateurs de blé, notamment les pays du Proche-Orient, à commencer par l'Égypte, ils veulent du blé avec 12 ou 13% de protéines. Et donc, un pays comme l'Égypte, qui, il y a encore quelques années, achetait beaucoup de blé français, eh bien, se tourne désormais de manière quasi exclusive vers le blé russe et le blé ukrainien, qui sont beaucoup plus riches en protéines, ce qui fait que la France garde l'Algérie parce qu'elle a des relations spécifiques avec l'Algérie. Elle vend un peu dans les pays de l'Union européenne, mais comme elle doit vendre 50% du blé tendre qu'elle produit, les 25% qui étaient exportés dans les pays tiers, eh bien, on a de plus en plus de mal à leur trouver les débouchés. Donc, tout ça s'est déroulé sur 20-30 ans, ce qui montre à quel point cette agriculture est tout le contraire d'une agriculture durable. Pour ce qui est des vins et des spiritueux, il faut savoir que la France a sans doute le plus beau vignoble du monde et une réputation de ces vins qui fait qu'ils se vendent bien à l'exportation, sauf qu'il y a quelques inquiétudes actuellement à cause du Brexit pour ce qui est du marché anglais qui en absorbe beaucoup. Quant aux spiritueux, notamment le cognac, heureusement que les pays asiatiques, je dirais, pour les producteurs de cognac sont arrivés pour acheter du cognac et les Américains, parce qu'en France et en Europe, on en consomme de moins en moins. Et s'il n'y avait eu que le marché intérieur, eh bien, la profession serait en difficulté depuis longtemps. S'agissant des produits laitiers maintenant, eh bien, c'est vrai qu'on vend pas mal de fromages et d'autres produits à l'exportation, mais ce sont des marchés assez précaires, que l'on perd parfois, et ce qu'il y a, et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que, là encore, la spécialisation dans la production laitière a conduit à modifier la nourriture des vaches. Dans le temps, les vaches mangeaient surtout de l'herbe et du foin, et des betteraves fourragères, par exemple. Or, depuis le milieu des années 60 et après, on a surtout cultivé du maïs pour nourrir les vaches. Alors, c'est un maïs qui, proche de la maturité, est broyé par une ensileuse et qui est stocké à la ferme, ce qui fait que ça donne de la nourriture du bétail pour toute une année. On n'a même plus besoin d'envoyer les vaches au pré, on peut les nourrir dans la stabulation d'un bout à l'autre de l'année, et certaines fermes fonctionnent de cette manière-là. Mais comme le maïs, bien que riche en énergie et pauvre en protéines, eh bien, il faut équilibrer la ration. Et donc, la solution qui a été trouvée dès le départ, ça a été d'importer de plus en plus de soja ou de tourteaux de soja, après que les graines de soja aient été pressées pour faire de l'huile, pour apporter le lot de protéines aux vaches laitières. On fait la même chose pour les volailles, pour les cochons, pour les bovins à viande, etc., etc. Ce qui fait que la France et l'Europe importent énormément de soja, de l'ordre de 40 millions de tonnes par an, en produisent très peu alors que les expériences qu'on a montrent qu'on peut très bien
produire du soja dans un pays comme la France, dans toute la partie sud du pays, et même en Bourgogne, voire jusqu'en Lorraine. Mais comme là aussi les aides européennes n'ont pas été fléchées pour faire progresser les productions déficitaires, et comme aussi quand on a créé le marché commun agricole, on a omis, pour ne pas déranger les Américains, de taxer les importations de soja, eh bien, les importations de soja n'ont jamais été soumises à des droits de douane à l'entrée de l'Union européenne, ce qui fait que si ceux des États-Unis étaient compétitifs il y a 15-20 ans, ceux du Brésil et de l'Argentine le sont encore beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, on importe surtout en Europe du soja brésilien et du soja argentin pour nourrir les animaux d'élevage, que ce soit les vaches laitières, les bovins à viande, les chèvres qui donnent du lait, les porcs, les volailles, etc., etc. Là encore, il est possible de faire autrement. Par exemple, certains paysans n'ont jamais dérogé à cela, moi j'en ai rencontré beaucoup. Si on mélange dans ces prairies des graminées et des légumineuses, par exemple du raie gras et du trèfle, ou de la luzerne, ou du dactyle et de la luzerne, on a les graminées qui donnent de l'énergie, et on a des légumineuses qui donnent des protéines. Et comme les légumineuses captent l'azote de l'air et s'en nourrissent, et nourrissent en même temps la plante à côté, on n'a pas besoin d'acheter des engrais azotés pour faire pousser l'herbe. Moi j'ai visité des fermes qui fonctionnent comme ça, c'est tout à fait remarquable. Il y a 40 ans, on se moquait d'eux un peu, parce que tout le monde était dans le soja, le lait payait bien, on ne se posait pas de questions. Mais comme le prix du lait a beaucoup baissé ces dernières années, eh bien, on redécouvre que c'est le moyen le plus écologique et le plus économique pour produire du lait. Et donc, ça revient petit à petit, mais ça ne revient pas très vite. Voilà où on en est aujourd'hui, et introduire les changements, eh bien oui, ça ne va pas très vite évidemment. Nous sommes dans une situation où toute la conduite de l'agriculture doit être repensée, à la fois pour assurer la souveraineté alimentaire des habitants d'un pays comme la France, pour aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et s'il est vrai que la production agricole, le système productif agricole émet du gaz à effet de serre, on peut le modifier pour qu'il en émette moins. Et s'il est vrai aussi que, par exemple, les ruminants émettent beaucoup de méthane, eh bien, on peut compenser par ailleurs si on fait de l'agroécologie et si on fait de l'agroforesterie en captant du carbone dans les arbres et dans les sols. Et donc, c'est de ça que je voulais vous parler un peu maintenant. On peut aussi éviter de labourer. Il y a des paysans qui sont passés au non-labour depuis une trentaine d'années et qui font la démonstration que, là encore, ça permet d'améliorer l'état des sols en augmentant le stockage du carbone. En ne faisant que griffer les sols, eh bien, on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, d'une part parce qu'on consomme moins de carburant, et d'autre part parce que on broie sur ces sols ce qu'on appelle les intercultures, c'est-à-dire que si, par exemple, vous récoltez du colza au mois de juillet et que derrière vous semez une plante qui sera broyée au moment de semer du blé au mois de novembre, vous avez sur le sol de la matière organique qui va se décomposer avec le travail des vers de terre, avec le pourrissement, et donc qui va nourrir le sol en matière organique. Et là encore, moins on laboure, plus on a de vers de terre. Et plus on a de vers de terre, plus ils font les galeries pour venir manger ce qu'ils ont besoin de manger à la superficie des sols.
Et plus ces galeries aussi facilitent la pénétration de l'eau de pluie dans les sols et limitent le ruissellement. Parce que, avec le labour surtout, quand il y a des pluies d'orage après un labour et quand les terres sont pentues par exemple, eh bien il y a beaucoup de matière organique qui ruisselle vers le fond des vallées au point que parfois les routes sont encombrées par de la boue, par de la terre, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a là des solutions. Ça implique aussi d'allonger les rotations, c'est-à-dire que si on fait du colza, du blé derrière, de l'orge derrière, à la 4e année, il vaut peut-être mieux mettre des pommes de terre, de la betterave, ou bien mettre du trèfle ou autre chose pendant 2 ou 3 ans pour permettre au sol de se régénérer avant de labourer à nouveau pour remettre du blé. D'autant plus qu'entre-temps, il aura stocké et de la matière organique et de l'azote grâce aux légumineuses. Donc on voit bien qu'il y a là des possibilités énormes de faire en sorte que les sols s'enrichissent. Moi j'ai visité une ferme en Vendée. Alors ce n'est pas une petite ferme, c'est 240 hectares. Il y a 100 vaches laitières, il y a un élevage de pintades, il y a un élevage de volailles de chair, il y a une production d'huile, il y a encore autre chose, ils vont faire des légumes frais, etc., etc. C'est une ferme qui a été convertie à l'agriculture biologique en 1997. Elle a 4 associés, plus 3 salariés et des stagiaires parfois, ça fait une personne pour environ 40 hectares. Dans cette ferme, on n'achète pas d'engrais. Toute la production est bio. Le blé bio vaut plus cher que le blé conventionnel, évidemment, mais il n'est pas semé tout seul. Il est semé avec du pois protéagineux ou avec de la févrole. Là encore, des légumineuses qui captent de l'air et donc qui s'en nourrissent, qui captent l'azote de l'air, qui s'en nourrissent et qui nourrissent le blé en même temps. La moissonneuse-batteuse ramasse tout parce que ça arrive à maturité en même temps. Et ensuite, on passe les graines à la trieuse, le blé passe à travers la grille et les graines rondes des pois ou de la févrole ne passent pas à travers et donc le blé est vendu et les protéagineux sont concassés pour nourrir les vaches laitières ou pour compléter la nourriture des vaches laitières et celle des pintades et des volailles de chair. Et dans cette ferme, eh bien, tout le monde prend des vacances chaque année, tout le monde gagne sa vie correctement. Et j'ai rencontré l'un des paysans de cette ferme 2 fois chez lui, mais je l'ai rencontré encore il y a 2 semaines sur le salon de l'agriculture. Il va prendre sa retraite maintenant. Il m'a dit que c'était un salarié du GAEC qui va prendre sa place, acheter ses parts dans le GAEC, et donc l'exploitation va continuer comme ça. Il me disait aussi que dans les années 80 et 90, quand ils ont commencé à tester cette méthode, eh bien, on se moquait d'eux beaucoup dans la région, mais maintenant on vient les voir. On vient voir comment ils fonctionnent, et ce sont aussi les chercheurs qui sont de plus en plus nombreux à venir voir comment ce modèle, justement, fonctionne en enrichissant les sols et en permettant aux gens de gagner leur vie en travaillant de cette manière-là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agroforesterie. Il y a eu des tests qui ont été faits dans le département de l'Hérault, pas loin d'ici, pendant un quart de siècle. Alors l'agroforesterie, ça consiste à planter des arbres sur les terres qui peuvent être des prairies ou qui peuvent être des terres céréalières par exemple. On plante une rangée d'arbres tous les 25 ou 30 mètres à raison de 48-50 troncs à l'hectare, et donc cette faible densité de plantation ne nuit pas aux cultures au sol. Au contraire, même à la fin du printemps, par exemple, quand il y a des coups de chaleur, eh bien l'ombre portée par les arbres peut aider le blé, par exemple, à mieux résister à la chaleur et à la sécheresse avec l'ombre tourmente à partir des arbres. Et on s'aperçoit donc que les arbres, eh bien, dans une région comme la vôtre, ça peut être des oliviers, ça peut être peut-être demain des orangers, des citronniers, il y en a déjà quelques-uns, mais avec le réchauffement climatique, il y aura peut-être des orangers également en plus grand nombre.
Dans d'autres régions, eh bien, ça peut être des châtaigniers, ça peut être des noyers, ça peut être des noisetiers. Les arbres, que ce soit des oliviers, des noyers ou des noisetiers, ça peut produire de l'huile. Tout ce qui est produit par les arbres n'a pas besoin d'être produit par les plantes au sol. Et donc, il y a complémentarité. Et puis, et les plantes au sol et les arbres stockent du carbone. Et donc, un champ qui a à la fois des arbres et une culture au sol ou bien de l'herbe, il stockera plus de carbone qu'un champ qui ne fait que des cultures, par exemple. On voit bien là que lutter contre le réchauffement climatique, c'est faire beaucoup de choses en même temps, pour reprendre une expression chère à Macron, sauf que lui, en même temps, il fait souvent le contraire de ce qu'il faudrait faire, je trouve. Et l'agriculture, je crois, peut apporter beaucoup de solutions. Il faudrait aussi, évidemment, retrouver les zones maraîchères autour des villes. Parce que ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est de transporter de la nourriture sur des milliers de kilomètres. Moi, j'habite en banlieue parisienne. L'Île-de-France, c'est 7 départements, c'est 12 millions d'habitants, mais aussi il y a 3 départements en Île-de-France qui sont encore des départements avec beaucoup de terres agricoles. Il s'agit de la Seine-et-Marne, il s'agit du Val d'Oise et des Yvelines. Mais il n'y a presque plus de maraîchage. Alors que Rungis est à côté, par exemple. Il n'y a presque plus d'arbres fruitiers, alors qu'avant il y avait beaucoup de pommiers et de poiriers. Et donc, les fruits, il n'y a presque pas non plus de serre pour produire des tomates, des concombres ou autres. Alors qu'on peut très bien, aussi bien produire dans des serres en Île-de-France que dans des serres au sud de l'Espagne, voire au Maroc ou aux Pays-Bas ou au sud de l'Italie. Retrouver la proximité, c'est ça aussi, c'est produire ce qu'on a besoin dans des terres agricoles proches des bassins de consommation. Or, les terres agricoles de l'Île-de-France, elles produisent surtout du blé pour l'exportation, donc c'est un peu le monde à l'envers. Et pour cela, sans doute, il faudrait des politiques incitatives, y compris, sans doute, eh bien, faire en sorte que la SAFER réserve des terres pour des activités spécifiques, etc., etc. Donc il y a des choses à inventer dans ce domaine. Je pense aussi qu'on élève trop de bovins en France aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que avec la spécialisation de l'agriculture, eh bien, on a séparé l'élevage bovin en 2 catégories. Il y a l'élevage laitier d'un côté et l'élevage des bovins allaitants de l'autre. L'élevage laitier, c'est celui des vaches laitières. On a fait beaucoup de sélection pour que les vaches soient de plus en plus productives, et notamment la race Primolstein, les vaches blanches et noires qui constituent près de 75% du troupeau laitier en France. Et on a plus ou moins négligé des races mixtes comme la normande par exemple, qui est une bonne laitière et qui est une bonne race à viande en même temps. Là encore, il faudrait revenir. Parallèlement, dans le temps, il y avait des races bovines qui étaient surtout des animaux de trait. Je pense à la charolaise, je pense à la limousine, je pense à la salaire et à d'autres. Et comme les tracteurs ont remplacé les bovins pour tirer les charrues et les charrettes, eh bien, l'élevage dit allaitant fait de sorte que la vache ne sert plus qu'à allaiter son veau, qui est sevré au bout de 7 ou 8 mois, et qui souvent, à partir de là, est vendu en broutard, comme on dit, pour être exporté en Italie, en Espagne, au Maghreb ou en Grèce, donc pour être engraissé dans ces pays-là. Comme il y avait une prime européenne à la vache allaitante pour maintenir une activité agricole dans les terres peu fertiles de certaines zones en France, qui sont relativement nombreuses dans les massifs montagneux notamment, eh bien,
on a un troupeau de vaches allaitantes qui est plus important aujourd'hui que le troupeau de vaches laitières, et sans doute qu'on a trop de vaches. D'ailleurs, ça commence à diminuer, mais ça commence à diminuer parce que les paysans font de la décapitalisation, comme on dit, parce qu'ils gagnent trop mal leur vie en ce moment, et comme ça ne paye pas, eh bien, ils ont tendance à vendre des animaux pour avoir un peu de revenus pour vivre, parce que s'ils gardaient tout le troupeau de mer, eh bien, ce serait beaucoup plus difficile. Et cette année, c'est encore plus difficile parce qu'en 2018, il y a eu beaucoup de sécheresse, ce qui fait qu'il a fallu acheter des fourrages. Et donc là aussi, ça fait de sorte qu'il y a beaucoup moins de revenus disponibles, d'autant plus que les prix agricoles demeurent anormalement bas. Emmanuel Macron avait promis, quand il a été élu président de la République, une loi. Et donc, on a fait, à partir de là, plein de réunions en 2017, et on a décidé qu'on voterait une loi en 2018. Il avait dit que la formation des prix devrait partir des coûts de production, et non plus de ce que proposent les acheteurs à l'aval. La loi a été votée, mais Macron a dit aux paysans, maintenant que la loi est votée, c'est à vous de jouer. Il faut que vous vous regroupiez et que vous soyez assez costauds pour avoir un bras de fer avec les maquignons d'un côté, avec la grande distribution de l'autre, de manière à ce que vous défendiez des prix qui correspondent à vos coûts de production et à la rémunération de votre travail. Sauf que on est dans l'Union européenne et les transformateurs comme les distributeurs, s'ils ont besoin de produits laitiers ou de viande bovine, ils peuvent aussi importer d'Allemagne, ils peuvent importer d'Irlande, ils peuvent importer de Pologne et d'ailleurs, ce qui est vrai aussi pour les fruits et légumes. Et donc, ils peuvent créer une situation où la demande en France est moins importante que l'offre et où les paysans, eh bien, ils ont le choix entre ne pas vendre ou bien brader au prix qui leur est proposé. À ce propos d'ailleurs, la sortie des quotas laitiers est intervenue, ça a été une décision des gouvernements prise en 2010 et elle est intervenue en avril 2015. En 1984, on avait mis en place des quotas laitiers parce que il y avait surproduction de lait et plein de beurre dans les frigos, etc., plein de stocks de poudre. Et donc, on a décidé en 1984 qu'il y aurait un volume de production par pays, et à partir de ce volume de production, on a donné un volume de production à chaque exploitation agricole. Et en France, dans chaque département, il y avait une réserve qui, quand un paysan prenait sa retraite, était disponible pour installer des jeunes, etc. Et quand un département ne consommait pas toute sa réserve, ça allait à la réserve nationale, et si un autre département avait plus de besoins, eh bien, on pouvait donner des droits à produire. Ça a bien fonctionné comme ça, le lait était payé correctement, les paysans gagnaient correctement leur vie sans s'enrichir. Il a fallu qu'on sorte des quotas en 2015 pour que le prix du lait en 2015 tombe à 320 € les 1000 litres contre 370 € en 2014. Et comme c'était pire encore l'année d'après, le prix est tombé à 270 € en 2016 pour remonter à 320 à peu près en 2017 et en 2018. Et actuellement, ce serait autour de 340 € les 1000 litres. Mais on ne sait pas si c'est à cause de la baisse de la production en Europe et en France, parce que comme il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, la sécheresse en 2018 dans plusieurs pays européens, eh bien le volume de production a chuté, donc ça a contribué à faire remonter les cours, beaucoup plus sans doute que la loi Egalim ou la loi Macron qui a été votée en octobre 2018. À ce propos d'ailleurs, les entreprises de l'agroalimentaire qui ont négocié les prix dans les box avec
les négociateurs de la grande distribution, eh bien, on dit que les négociations étaient plus dures que jamais. Autant sur les produits labellisés, ils arrivaient à tirer leur épingle du jeu parce que chaque magasin veut en avoir dans son magasin pour attirer les clients. Autant sur les produits basiques, c'était très dur, les grandes surfaces demandant toujours des rabais sans tenir compte de l'évolution des coûts de production. Donc il y a tout ça. Et puis il y a aussi sans doute d'autres choses, parce que est-ce qu'on pourra, dans les pays développés, continuer de consommer quelque chose comme 86 kg de viande par an et par habitant, plus 30 ou 35 kg de poissons et de crustacés, plus les produits laitiers, plus les œufs, etc., etc. Est-ce que le moment n'est pas venu de manger un peu moins de viande et plus de protéines végétales comme les lentilles, les haricots secs et autres? Je crois que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, nous, comme consommateurs, sans se culpabiliser, mais je pense qu'il est souhaitable d'aller vers une moindre consommation de protéines animales et davantage de consommation de protéines végétales. Voilà, j'en ai à peu près fini, si ce n'est que s'il y a des questions qui fâchent, je peux aussi les aborder, parce qu'on a beaucoup parlé du glyphosate ces derniers temps. J'ai mon opinion sur la question, je peux vous la résumer en quelques mots. Je pense que dès que possible, il faut se passer de ce genre de molécules, mais dans une Europe à 27 pays, qu'un pays tout seul décide de sortir, si les autres continuent de l'utiliser et gardent le droit d'exporter dans notre pays les produits traités au glyphosate, eh bien on mettra en difficulté nos paysans sans résoudre le problème, d'autant plus que les produits qui sont importés en Europe aujourd'hui et qui sont le plus et de loin traités au glyphosate, eh bien ce sont les graines de soja d'Amérique du Sud, puisque là-bas on fait année après année de la monoculture de soja pour l'exportation. Et le glyphosate sert à détruire les mauvaises herbes, et en détruisant les mauvaises herbes, puisque le glyphosate a été rendu, le soja, pardon, génétiquement modifié a été rendu insensible au glyphosate, et bien, ce faisant, on augmente les doses pour que la parcelle reste propre, et comme les épandages se font par avion dans le vaste plaine, eh bien les habitants qui habitent alentour sont souvent contaminés et on voit des malformations à la naissance et des cancers et des choses comme ça. Donc c'est surtout en Amérique du Sud que le glyphosate fait le plus de dégâts au niveau de la santé, mais moi je suis partisan évidemment qu'on travaille à réduire ces molécules, et la meilleure façon, bien, c'est d'avoir des rotations longues, c'est de faire des mélanges de cultures, etc., etc. C'est aussi parfois, par exemple, de semer plusieurs variétés de blé en même temps, parce qu'on s'est aperçu que plusieurs variétés dans une parcelle rendaient le blé beaucoup moins sensible aux maladies que quand il n'y avait qu'une seule variété, par exemple. Nous sommes ici dans un département où il y a beaucoup de loups. Je sais que les éleveurs souffrent beaucoup, mais que les citadins ont tendance à considérer que le retour du loup est naturel, etc., etc. On peut toujours en débattre. Ce que je pense personnellement, c'est que plus il y aura du loup dans les départements, moins il y aura de la biodiversité, parce que plus l'élevage à l'herbe reculera, on ira à l'élevage en bergerie pour les moutons, et à partir de là, si les parcours ne sont pas nettoyés par les ruminants, eh bien ces parcours-là, ils auront moins de biodiversité, et ils seront aussi plus facilement inflammables en été quand il y a des incendies. Enfin, on peut avoir un échange là-dessus, mais c'était pour vous dire la manière dont je vois les choses. Je vois qu'il est 7h30. Je vais m'arrêter là pour laisser de la place au débat. Bon, si vous avez des questions...
Eh bien, bravo et merci pour votre exposé particulièrement clair et frappé au point du bon sens. Vous avez cité un certain nombre de bonnes pratiques agricoles. Je voudrais savoir si elles ont aujourd'hui leur place dans l'enseignement agricole, dans les lycées agricoles, tout simplement. Ça revient un peu, mais trop peu. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai visité en Haute-Vienne un lycée agricole qui était en plein dedans. C'était après comment vous dire, les colloques que Stéphane Le Foll avait fait au début qu'il était ministre de l'Agriculture. Il s'était passé beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de témoignages, et il y avait eu une principale de lycée agricole dans la banlieue de Limoges qui était venue parler de la manière dont on enseignait dans son lycée, qui avait aussi 2 fermes expérimentales. Je suis allé faire un reportage chez eux quelques mois après. J'ai pu constater effectivement que les choses étaient des choses très intéressantes se déroulaient là-bas. Dire que tous les lycées agricoles en sont là, non. Parce que du temps où moi, je fréquentais l'école d'agriculture, c'était enseigné. Et dans les années 60, on a privilégié la technologie et on a beaucoup négligé l'agronomie. On en revient progressivement, mais ça met du temps. Trop de temps, sans doute. Oui, je suis, comment dirais-je, ravi lorsque vous dites qu'on commence à mélanger, comment dire, agriculture et arboriculture. Alors c'est d'autant plus, enfin, on réinvente l'eau chaude parce que en Italie centrale, notamment, il y avait un système qui s'appelait Agricoltura Promiscua, où justement les arbres fruitiers n'étaient pas forcément des oliviers, mais des pommiers, etc., étaient mélangés à d'autres plantes, de la vigne, mais pas que. Et c'était, comment dirais-je, quelque chose de très original, de très technique aussi, mais ça a complètement disparu. Je suis retourné, bon, j'avais vu ça lors de voyage scolaire il y a plus de 40 ans, ça existait encore. Il y a une quinzaine d'années, je suis repassé dans la région de Parme, etc., où c'était, comment dirais-je, dans l'ADN des agriculteurs de cet endroit-là, c'était terminé, c'était fini. Hein, et c'est dommage. Mais ça me rappelle aussi, si vous me permettez, lorsque bon voilà, j'étais étudiant en géographie, je préparais l'agrégation, et dans les années 70, au programme, c'était le veuvage. Et on nous expliquait que pour que les vaches produisent plus de lait, il fallait qu'elles marchent le moins possible de manière à éviter de se fatiguer et de dépenser de l'énergie. Donc, on les a laissées à l'étable. Et là, à l'étable, malheureusement, ces bestioles déprimaient, puisque elles ont besoin de bouger. Donc, en plus, les maladies, etc., les litières pas changées, etc. Donc, certains, je ne sais pas si on peut les qualifier d'agronomes ou de vétérinaires, mais on avait de la musique dans les étables de manière à distraire ces braves bestioles. Ce qui était pas mal, mais enfin, pour les vaches en tout cas, mais ce qui quand même faisait effet. Et puis, quelqu'un d'autre a eu encore une idée encore plus géniale, et si on laissait balader les vaches. Et j'ai l'impression que, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que comment dirais-je, la stabulation fixe, c'est terminé maintenant. En général, autour des étables, on voit des vaches sur des parcours délimités, elles se baladent moins qu'avant, mais elles ne sont plus prisonnières. J'ai l'impression que la réinvention de l'eau chaude est une constante dans le domaine de l'agriculture. Et ça me fait quand même un peu peur, dans la mesure où maintenant, un agriculteur, hein, c'est plus le brave paysan d'autrefois, c'est un mec qui a en général un BTS ou quelque chose, enfin, pour les jeunes qui s'installent, hein, des gens qui ont des diplômes assez solides, qui ont fait des stages un petit peu partout, et je trouve aberrant qu'on retourne toujours à la quadrature du cercle, quoi. Oui. Bonjour, j'ai beaucoup apprécié la clarté, la simplicité de votre exposé. C'est pas souvent qu'on a ça. Alors, 2 questions. Premièrement, se développe actuellement, plus ou moins, une formule qui s'appelle Terre de Liens pour remettre de jeunes agriculteurs, de jeunes citadins, même de jeunes urbains, de jeunes qui ont des vocations sur des exploitations agricoles pérennes et en bio, autant que se faire se peut. Bon, alors ça c'est une première chose. Est-ce que c'est un modèle économique? Est-ce que c'est quelque chose qui quelque part est bien gentil, mais finalement est très velléitaire?
Et puis, deuxième question, on évoque beaucoup maintenant l'agriculture urbaine, hein, le développement de l'agriculture urbaine, pas seulement celle des bobos sur les toitures des Galeries Lafayette, mais carrément des agricultures urbaines, comme à Singapour, dans les immeubles, dans les chaînes, etc. Est-ce que ça a un avenir? Quelles sont les perspectives? Voilà, ce sont des questions, des interrogations qu'on se pose. Moi, je suis très inquiète sur le. Je suis très inquiète sur ce qui se passe au niveau de la SAFER, dont certains acquéreurs se débrouillent pour la rendre inutile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à SAFER qui défend justement les terrains cultivables? D'autant plus qu'on est concerné dans le département avec la plaine du Var à ce sujet, où les terrains, la SAFER ne joue pas son rôle. Ils plantent des bâtiments. Bon, il y a aussi une inquiétude, ça concerne aussi, il y a le développement aussi de ce qu'ils appellent les grandes fermes, en particulier ce qu'on entend en ce moment, la ferme des mille vaches, etc. Est-ce que c'est aussi en voie de développement où il y a eu un blocage fait par une volonté de ne pas avoir ce type de production, d'exploitation se mettre en œuvre. Et d'autre part, le circuit court, c'est une vraie proposition, c'est une vraie bataille qu'il faut qu'on avance dessus. Mais moi je me pose la question, c'est que dans les grandes métropoles, circuit court, c'est compliqué. Surtout que tu parlais tout à l'heure de la région parisienne. Je me rappelle, moi aussi je suis des Yvelines, il y a l'appel de Montesson, où là il y avait quand même, c'était la campagne, il y avait beaucoup de maraîchers, et du fait qu'on en fait en sorte que la population de la région parisienne s'étende, il y a eu aussi des terres agricoles qui ont complètement disparu. Je vois aussi au niveau de la Seine-Saint-Denis, du côté du Bourget, etc., il y avait aussi des exploitations. On voit bien que ça commence à disparaître aussi, vu la construction. C'est les grandes métropoles ne font pas en sorte qu'il y ait encore des zones agricoles. Voilà. Et je me pose la question sur est-ce qu'on peut avoir une vraie volonté d'avoir des circuits courts dans ces grandes métropoles. Quand je vois ce qui se passe à Nice, là, avec le fait de la plaine du Var, je me pose aussi la question de, le circuit court, comment ça va se passer, hein? Peut-être tu réponds à ces premières questions. Oui, agriculture et arboriculture, je suis complètement d'accord avec vous. Quand j'étais gosse en Bretagne, il y avait plein de vergers à cidre. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, sans doute parce qu'on boit très peu de cidre aujourd'hui, qu'il y a beaucoup moins de paysans qu'à l'époque, et donc ça a conduit à... Mais, ce que je retiens de cette époque, c'est que dans ces champs où il y avait des pommiers, chaque année, on avait une récolte de blé, d'avoine, d'orge, de betteraves fourragères ou de pommes de terre. Il n'y avait aucune contradiction entre le fait de récolter le fruit des arbres une fois par an et de récolter ce que la terre pouvait produire par ailleurs. Donc ça reste tout à fait possible et je dirais que c'est tout à fait souhaitable. Mais on a voulu simplifier à outrance. Dans ma région d'origine, où il y avait beaucoup de haies et de talus, eh bien, quand il y a eu ce qu'on a appelé le remembrement,
on a poussé les paysans à défaire les talus. Il m'a même été dit à l'époque que certains géomètres avaient une prime au kilomètre de talus arrachés. Et donc, à partir de là, ils poussaient évidemment à faire en sorte que on enlève ces talus et ces haies. Et ce qui se passe depuis, c'est que sur les terres en pente notamment, eh bien, quand on a et des labours et des pluies importantes après les labours, eh bien, ça conduit à faire en sorte que la terre la plus fertile, elle migre vers le fond des vallées. Moi, je suis toujours frappé, mais peu de gens s'en rendent compte. Dans certaines régions, y compris, par exemple, quand on quitte la région parisienne et qu'on passe dans le département de Lyon, qui est très céréalier, mais avec des terres souvent pentues, eh bien, de plus en plus, on voit des sols de plus en plus clairs, parce que la matière organique qui est beaucoup plus sombre, eh bien, elle a disparu, elle a migré, ou bien, faute d'apport de fumée et autres, eh bien, elle n'a plus la même consistance qu'avant. Donc, on voit bien là aussi qu'on a besoin de regagner de la matière organique pour donner de la fertilité au sol. Et j'ai montré tout à l'heure dans mon exposé les pratiques qui permettaient d'y aboutir, le non-labour notamment, et les cultures intermédiaires entre deux cultures qui sont récoltées pour être vendues, par exemple. Ensuite, la vache, évidemment, oui, la vache, c'est au prix qu'elle est le mieux. Pourquoi on les a gardées en stabulation? Parce que ça facilite le travail. La culture du maïs a beaucoup contribué à cela, puisque le maïs, une fois qu'il est mis en silo, il peut se conserver d'une année sur l'autre. En attendant la prochaine récolte, si on fait beaucoup d'hectares de maïs, on n'a pas besoin de sortir les vaches. Sauf que il faut acheter beaucoup de soja ou de tourteaux de soja pour alimenter la ration. Et quand le prix du lait est bas, on ne gagne plus sa vie. Les bâtiments aussi coûtent cher. Donc, cette agriculture tournée vers l'agrandissement, 1000 vaches et autres, eh bien, c'est le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Cela étant, je trouve, et ça rejoint une autre question qui a été posée, c'est le rôle de la SAFER, dans quelle mesure elle joue son rôle. Est-ce que la législation lui permet dans certains cas de jouer son rôle, ou est-ce que ce rôle peut être contourné? On a vu 2 ou 3 exemples ces 2 dernières années qui ont montré que, par exemple, quelqu'un qui vendait sa terre à des investisseurs étrangers, chinois en l'occurrence, s'il gardait une petite part dans la société nouvellement créée, il n'avait pas de compte à rendre à la SAFER. Par exemple, s'il avait 6 sur 100 parts dans une exploitation de 300 hectares, il en gardait 3 ou 4, la SAFER ne pouvait pas intervenir. Et ça s'est fait dans l'Indre, ça s'est fait dans un autre département. Et ça rejoint aussi ce qui a été dit à propos de Terre de Liens, parce que c'est vrai que Terre de Liens c'est une association qui fait ce qu'elle peut pour installer notamment des maraîchers sur des petites superficies, mais ça ne suffira pas évidemment. Et ma crainte, c'est que effectivement, on aille vers une agriculture de firme alors qu'on est encore dans une agriculture de ferme. Pourquoi je dis ça? Parce que la moyenne d'âge des paysans aujourd'hui, c'est 50 ans en France. Et comme ils gagnent mal leur vie, pour les jeunes, c'est difficile de s'installer. La tendance est à l'agrandissement parce que ceux qui sont en activité se disent avec j'ai 80 hectares, si j'en ai 30 de plus, je m'en sortirai mieux. Et donc, là aussi, et comme celui qui est déjà installé, il a en général les reins plus solides que le jeune qui va s'installer, celui qui veut louer sa terre, il donnera la préférence à celui qui a les reins les plus solides, etc., etc. Et ma crainte aujourd'hui, c'est que les capitaux spéculatifs qui ne se sont pas occupés des terres agricoles depuis le milieu
du siècle dernier. Avant, c'était les nobles qui avaient la propriété des sols, les nobles et les bourgeois. Dans ma Bretagne natale, il y avait des nobles qui avaient des dizaines de fermes et autant de fermiers. Et aujourd'hui, ces mêmes fermes, souvent ont été vendues aux paysans dans les années 60-70, quand, dans les premières années du marché commun, ils gagnaient mieux leur vie qu'aujourd'hui. Mais un jeune qui s'installe aujourd'hui n'a pas les moyens d'accéder au foncier par l'achat. S'il n'a pas de fermage, s'il n'a pas de terre en location, il ne peut pas s'installer. Et la question que je me pose des fois, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer quelque chose où l'épargne populaire puisse s'investir dans la terre nourricière? Aujourd'hui, quand on a un livret A, il est rémunéré à 0,75%, ça ne couvre même pas l'inflation. Est-ce que l'épargne populaire ne pourrait pas être mieux orientée pour peut-être avoir des parts dans des exploitations agricoles? C'est des questions que je me pose, je n'ai pas la réponse, mais il me semble qu'il y a quelque chose à chercher dans ce domaine. L'agriculture urbaine, j'attends de voir. Il faut regarder comment les expériences qui se font sont rentables ou pas. Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? De toute façon, au niveau de la production agricole, ça restera forcément marginal. L'autre question importante, c'est qu'il est urgent d'arrêter d'artificialiser les terres agricoles dans ce pays. Parce qu'en France, figurez-vous, quelque chose comme 60 000 à 70 000 hectares sont soustraits chaque année à la production agricole pour faire de l'habitat diffus, pour faire des zones de chalandise, etc., etc. Et continuer à ce rythme, eh bien, c'est éliminer un département français tous les 5 à 7 ans. On ne peut pas continuer comme ça à gaspiller les terres agricoles dont les générations futures auront besoin. Donc, là aussi, il y a des choses à voir, je pense. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez du rôle du syndicat majoritaire dans le monde paysan, largement majoritaire, pour la mise en œuvre de toutes ces politiques qui permettraient d'avancer vers un équilibre écologique. Alors, sur le syndicalisme paysan, moi j'ai été longtemps un syndicaliste ouvrier, délégué du personnel 15 années de suite, réélu chaque année. Je n'aime pas faire de la critique systématique du syndicalisme. Donc j'observe la FNSEA. Il y a des gens qui ne sont pas très intéressants, il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux, y compris dans ce syndicat. Donc personnellement, je juge au cas par cas. Il reste que c'est un syndicat qui a toujours eu une vision assez libérale de ce que doit être l'économie agricole, ce qui n'est pas totalement partagé dans le syndicat, mais les gens qui l'ont dirigé ont souvent eu cette démarche. C'était très vrai pour François Guillaume, qui ensuite est devenu ministre de l'Agriculture. C'était moins vrai pour Raymond Lacombe, qui lui a succédé après, qui était un Aveyronnais producteur de lait. C'était pas très vrai pour Luc Guyot, ça l'était davantage pour Xavier Belin, mais qui n'avait pas tous les défauts qu'on lui attribuait. Jean-Michel Lemétayer, après Luc Guyot, c'était un peu la même chose. Christiane Lambert, aujourd'hui, je la connais depuis plus d'un quart de siècle. C'est une femme honnête, c'est une femme qui défend son bout de gras, mais ce que la FNSEA tente de faire, et là elle n'a pas raison, c'est de vouloir faire croire que tout est compatible, qu'on peut avoir des très grandes fermes comme la ferme des 1000 vaches, mais aussi des petites fermes, et que tout cela est complémentaire. Donc il y a une démarche attrape-tout un peu.
c'est la critique majeure que je fais à la FNSEA. Après, pris un par un, eh bien, moi j'essaye d'avoir des relations civilisées avec chacun. Ça ne m'empêche pas de donner mon opinion, mais je ne pratique jamais l'attaque personnelle et je vois que, en ne pratiquant pas l'attaque personnelle, ce que j'écris par ailleurs influence beaucoup plus que si je prenais une tête de turc pour faire ma démonstration chaque fois que j'écris quelque chose. Donc je m'en tiens là. Les autres syndicats, il y a la Confédération paysanne qui est très branchée écologie, il y a le MODEF qui a perdu en influence dans beaucoup de départements, il garde une certaine influence dans le Vaucluse, dans certains départements du sud-ouest et dans les Landes notamment, mais dans d'autres régions, il n'est plus présent. Donc, et puis, il y a ce qu'on a appelé la coordination rurale, qui a pris le nom, qui résultait d'une coordination rurale d'ailleurs entre certains membres de la FNSEA à l'époque, le MODEF et la Confédération paysanne. Ils avaient créé ensemble une coordination rurale, notamment dans le Lot-et-Garonne, et a été créée par les dissidents de la FNSEA et par des gens de la FFA qui avaient fait dissidence avant aussi à la FNSEA, et dans lequel il y avait des paysans d'extrême droite. Et ce syndicat-là, la coordination rurale, eh bien, il a fait un peu plus de 20% aux dernières élections. La FNSEA 54% avec les jeunes agriculteurs. La Confédération paysanne quelque chose comme 19%. Le MODEF qui, lui, n'était présent que dans quelques départements. Et encore, comme il était présent avec la coordination, avec la Confédération paysanne dans les Landes où il a fait le plus gros score, eh bien, son score national n'a pas intégré le résultat des Landes, ni ceux d'autres départements où il était avec d'autres syndicats, ce qui fait qu'il a fait moins de 2% au national, mais dans les départements où il était, il a fait entre 8 et 15%. Voilà. Donc c'est ça les influences des syndicats, et on est obligé d'en tenir compte que ça nous plaise ou non. En parlant de ministre, est-ce que Le Foll, j'ai entendu dire que Le Foll était un bon ministre. C'est vrai? Et pourquoi? J'ai d'autres questions? Alors, s'agissant... Moi, j'ai connu tous les ministres de l'Agriculture depuis 1983. Et le seul à avoir une vision agroécologique de ce que doit être l'agriculture du XXIe siècle, c'est Stéphane Le Foll, indiscutablement. Sans doute à cause de son parcours. C'est un petit-fils de paysan du Finistère. Il a été enseignant agricole. Il a été aussi pendant 2 mandats ou 3 député européen, membre de la commission de l'agriculture. Et il est arrivé à ce ministère avec une vision de ce que devait être l'agriculture. Est-ce que pour autant les paysans ont trouvé que c'était un bon ministre de l'agriculture? Je ne pense pas. Mais il y a d'autres raisons à cela. Je veux dire par là que, avant même qu'il soit ministre, par exemple, eh bien, l'Union européenne a pris des sanctions économiques contre la Russie, laquelle Russie a riposté en arrêtant d'importer toute denrées alimentaires des pays membres de l'Union européenne. Ça a eu pour première conséquence de faire chuter les cours du porc en France, mais aussi de faire chuter le prix du lait avec la sortie des quotas laitiers, parce que la Russie achetait du beurre et pas mal de fromage aux pays membres de l'Union européenne, et en perdant ces débouchés, eh bien, comme la sortie des quotas s'est traduite aussi par, comment dirais-je, une augmentation de la production laitière de 3 ou 4% dans l'Union européenne, eh bien, on a stocké du beurre et de la poudre dans un premier temps, et les laiteries ont fait baisser le prix du lait, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, passant de 470 € en moyenne les 1000 litres en 2014, année d'avant la sortie des quotas, à 270 € à peu près en 2016, deuxième année sans quota laitier. Et donc, vivant cette situation, les paysans étaient mécontents et donc avaient des griefs
Et on peut considérer que le ministre ne répondait pas à leurs attentes parce que, dans le même temps, les prix des céréales ont aussi baissé considérablement. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que les prix des céréales, que ça nous plaise ou non, depuis de longues années, ça obéit à un prix mondial fixé dans les salles de marché. La semaine dernière, le prix de la tonne de blé rendu à Rouen pour l'exportation était à 175 €. Elle a été à 195 € pendant 3 ou 4 mois après la récolte du mois d'août jusqu'à fin décembre. Et puis comme on s'est aperçu qu'il y avait une bonne récolte dans les pays de l'hémisphère sud et qu'il n'y avait pas de risque de pénurie, eh bien les spéculateurs spéculent à la baisse. Si d'ici le mois de juillet, la récolte des pays de l'hémisphère nord est mauvaise, et s'il y a un risque de pénurie, peut-être que le prix du blé va remonter jusqu'à 300 € la tonne. Et donc, au port de Rouen, ce sera pareil. Je veux dire par là que, quoi qu'il fasse, ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui fixe le prix du blé, surtout dans une Union européenne où le marché est libre, mais même les prix dans l'Union européenne, eh bien, ils dépendent du prix qui est fixé à Chicago ou ailleurs. Ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai pour le maïs, c'est vrai pour le colza, etc., etc. Et donc, il y a eu ensuite des crises sanitaires comme dans les volailles à foie gras, etc., etc. Et donc, le FOL a eu énormément de dossiers à gérer avec des retards de paiement, des choses comme ça. Comme en plus, il est devenu porte-parole du gouvernement à mi-mandat de François Hollande, les paysans aussi ont eu le sentiment que la fonction de porte-parole comptait peut-être plus pour lui que la fonction de ministre de l'Agriculture. Tout ça a fait que, aux yeux d'une majorité de paysans, non, Stéphane Le Foll ne restera sans doute pas un ministre exemplaire. Il reste que, moi qui connais bien les dossiers agricoles, je considère que c'est ce contexte qui a abîmé son image, mais la vision qu'il avait de ce que doit être l'agriculture dans ce siècle était la bonne. Alors, le soja importé, c'est OGM, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que c'est pas en contradiction avec les lois? Et puis la deuxième question, j'ai pas compris pourquoi la suppression des quotas laitiers. On aurait dû les garder, à mon avis. Certains pays, notamment qui n'étaient pas dans l'Union européenne quand ils ont été mis en place, et d'autres pays qui estimaient qu'ils avaient un potentiel de développement de la production laitière très important, comme l'Irlande par exemple, voulaient plus de volume de production. Et j'imagine aussi que les industriels qui transforment le lait dans des pays comme la France, l'Allemagne et d'autres ont considéré sans doute que, avec le développement du marché asiatique, il y avait des places à prendre sur le marché, aller se disputer ce marché à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, et donc on pourrait exporter des produits laitiers dans ces pays-là, etc., etc. Et donc tout cela a fait que on a cru un peu que la mondialisation ouvrait des marchés très importants et donc on n'avait plus besoin des quotas laitiers. La même démarche a été prise 2 ans plus tard pour le sucre. On avait aussi des quotas sucriers par pays et on ne pouvait pas cultiver plus de betteraves à sucre qu'on avait de débouchés pour le sucre avec les quotas. On est sorti des quotas en 2017 et depuis là aussi c'est la crise et le prix de la betterave à sucre s'est effondré comme le prix du lait s'était effondré. On aurait dû tenir compte de l'expérience du lait avec les sucriers, on ne l'a pas fait et maintenant on en est à se demander comment on va faire et on en est aussi à
fermer des unités de transformation de la betterave en sucre dans plusieurs régions de France pour concentrer les moyens de production, essayer de faire des économies, etc., etc. Donc, on a fait les mêmes bêtises avec le sucre qu'avec le lait, à vouloir aller chercher les marchés à l'exportation, alors que c'est toujours très compliqué, parce qu'il faut savoir, pour la viande c'est pareil. On en est aujourd'hui à se dire « Ah, si on pouvait vendre de la viande bovine en Chine, ah, si on pouvait vendre plus de viande bovine dans les pays du Maghreb. » Mais dès qu'il y a le moindre incident sanitaire, ces pays ferment leurs frontières et puis on reste avec la marchandise dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, c'est pour ça que moi je dis, il vaut mieux réduire le cheptel bovin, être plus autonome en fourrage, cultiver du soja et d'autres protéines végétales chez nous, quitte à cultiver beaucoup moins de blé qui est difficile à exporter à l'exportation, comme je l'ai montré tout à l'heure, et donc être plus autonome d'une façon générale, plutôt que vouloir aller chercher des marchés dans toutes les régions du monde, d'autant plus qu'il faut transporter la marchandise, parce que on est quand même dans une aberration. On importe la nourriture des vaches pour produire du lait et de la viande, avec le bilan carbone que cela génère, et puis après, on est dans la nécessité d'exporter ce qu'on a produit à partir de la matière première importée pour nourrir les animaux. C'est pas comme ça qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, je suis désolé. Donc il faut retrouver beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de proximité. Mais ça, les partisans du grand marché, ils ont du mal à le voir. C'est le prix du fioul aussi qui est trop bas. Oui. C'est ça. Oui. C'est plus facile de... On est dans la spéculation, là, quoi. Oui, on est dans la spéculation, oui. L'ordre spéculatif, donc système capitaliste. Ouais. Il faut dire les mots comme ils sont. À Nice, on trouve des oignons d'Argentine, des choses comme ça. Comment? Là, sur le marché à Nice, on trouve des choses d'Argentine. Oui, bien sûr, oui. Du Brésil. Ouais. Il y a une question là. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Est-ce que vous avez parlé de la PAC, de comment est distribué, comment sont distribués les milliards de la PAC? Selon quels critères? Je ne sais pas si vous en avez parlé. Moi, je suis tombée sur un article récemment où il listait des entreprises qui en avaient bénéficié. C'était énormément d'industries sucrières, en fait. C'est elles qui étaient les plus grosses bénéficiaires. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le sucre? Il y avait Lactalis aussi, qui en avait pas mal bénéficié. Voilà, comment sont répartis les milliards, les 8 milliards ou les 10 milliards par an de PAC? Alors, c'est une vieille histoire et elle est très compliquée. Mais je vais essayer de résumer les choses. Au début, il y avait surtout des prix garantis. C'est-à-dire que le Conseil des ministres européens fixait des prix d'orientation et chaque fois que les prix de marché ne suivaient pas les prix d'orientation, on stockait de la marchandise de manière à assainir le marché et à faire remonter les cours. C'est pour ça qu'on congelait de la viande de porc ou de la viande bovine dans les frigos. Des fois, pendant des années, on essayait de les exporter dans les pays tiers pour s'en débarrasser. On a fait la même chose avec le beurre et la poudre de lait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, parce qu'il y avait trop de stock, à un moment donné, on a décidé de faire en sorte que on mettrait en place des quotas laitiers de manière à ne plus gaspiller autant d'argent pour stocker du beurre et de la poudre qu'on vendait plus tard à la Russie et à d'autres pays pour des prix dérisoires. Et puis est intervenue la négociation pour faire rentrer l'agriculture dans l'Organisation mondiale du commerce. Et là, en 1992, l'Union européenne a réformé la politique agricole commune. Et donc, au lieu d'avoir des prix garantis, on a donné aux paysans des aides à l'hectare. Ce qui fait que ceux qui avaient le plus d'hectares avaient le plus d'aides, et notamment les céréaliers.
Et en amont de cette négociation, les céréaliers français, qui étaient les plus puissants, ont fait du lobbying en disant que, eh bien, avec la perte de la garantie des prix, ce seraient les terres les plus fertiles avec les plus gros rendements qui seraient les plus perdantes parce qu'elles n'auraient plus évidemment des prix rémunérateurs et donc elles seraient beaucoup plus pénalisées au niveau du revenu que celles qui étaient moins fertiles et qui produisaient moins. Cet argument a été repris par la Commission européenne, ce qui fait que les aides à l'hectare pour la Beauce sont plus élevées que les aides à l'hectare pour la Bourgogne, alors qu'on aurait peut-être dû avoir le contraire. Parallèlement, on a mis aussi en place des aides aux zones défavorisées, de manière à maintenir une agriculture sur ces zones-là. Et on avait mis aussi, entre-temps, des aides à la tête de bétail dans ces zones défavorisées, c'est-à-dire pour les bovins allaitants notamment, et pour les brebis. Mais quand on a réformé la politique agricole en 1992, ce qui a le plus compté, ça a été les aides à l'hectare. Mais ensuite, comme ces aides à l'hectare risquaient d'être remises en cause devant le tribunal arbitral de l'Organisation mondiale du commerce une fois que l'agriculture est entrée à l'OMC, eh bien, on a fait une autre réforme en 2003, où on a fait le calcul suivant. On va calculer ce que vous avez touché en 2000, en 2001, en 2002. On fait une addition des trois, et on divise à nouveau par 3 pour vous faire une moyenne, et à partir de maintenant, vous toucherez ça tous les ans. Et là encore, ça a favorisé les grandes exploitations Beauce-Rhône et autres. C'est comme ça que les choses se sont déroulées. Cela étant, Lactalis n'a pas d'aide de l'Union européenne, ni les sucreries non plus. Les producteurs de betteraves, oui, mais pas les sucreries. Donc ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais ça reste quelque chose d'injuste. Et là encore, Stéphane Le Foll a essayé de corriger ça, et y est parvenu en partie, puisque on a, quand il était ministre de l'Agriculture, abouti à une réforme qui permettait à la France de surprimer les 52 premiers hectares au détriment de ceux qui viennent après, c'est-à-dire que plus la ferme est grande, moins elle a de primes sur la partie de l'exploitation qui dépasse les 52 hectares. Manque de peau, cette décision a été prise au moment où le prix du blé et des autres céréales s'est effondré, ce qui fait que là aussi ça a été mal pris parce que les céréaliers ont eu le sentiment qu'on les avait dépouillés au moment où ils avaient le plus besoin de leurs aides. Et ce n'était pas totalement faux, parce que pendant 3 années de suite, eh bien, dans beaucoup de fermes, les coûts de production étaient plus élevés que la valeur de la récolte en 2015, 2016 et 2017 notamment. En 2018, les prix sont un peu remontés, donc ça va mieux, mais il y a eu cette situation-là. Ce qui montre bien que c'est extrêmement compliqué. Oui. Il est vrai, il semblerait qu'on ait des solutions que vous nous avez présentées, mais il y a aussi des résistances. Hein, et dans votre région, j'ai l'impression, pour avoir écouté une émission sur France Culture faite par Inès Léraud, que vous connaissez peut-être, il y a comme une mafia de l'agroalimentaire. Quand je dis mafia, c'est pas par hasard, c'est-à-dire elle parlait par exemple d'un président d'association de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, sur Ilion, qui avait subi des pressions. On lui avait même mis, je crois, un cochon devant son entrée. Il a eu un coup de téléphone, il s'était absenté, et c'est sa femme qui l'a reçu. On a prétendu qu'il était avec une femme, sans doute, on a sous-entendu, alors qu'il était avec sa mère. Et on a crevé des pneus de voiture.
de FR3 qui enquêtait sur les pollutions, vous savez, aux algues, et lui, en tant que président de la SBO, il le dénonçait. Et donc, on sent qu'ils sont très forts en face, et que pour mettre en place des solutions qui paraissent tout à fait faisables, ça semble impossible parce que ces organisations-là font du chantage. Alors en Bretagne, ils ont le pouvoir au sein parfois des municipalités, des syndicats, des chambres d'agriculture, des banques. Et ils font du chantage à l'emploi en plus. Et donc tout le monde se tait. On a l'impression que tout le monde se tait, et pour moi c'est un comportement mafieux. Quel est votre avis là-dessus ? Je n'ai pas de preuves ni d'expérience de ces choses-là, j'en ai entendu parler. J'imagine qu'il peut y avoir des comportements mafieux dans certains secteurs. Je n'ai pas le sentiment d'avoir côtoyé des syndicalistes qui avaient ce comportement, bien que, en Bretagne par exemple, oui, j'ai vu parfois des personnages qui n'étaient pas loin du portrait que vous avez donné, notamment dans la production porcine, à un moment donné, y compris dans les années 80-90. Oui. Poursuivre dans la même question. Il y a quelque temps, nous avions reçu ici le procureur de Turin qui avait mis sur pied une association agroalimentaire contre les mafias. Et donc la question est la suivante. Il nous faisait un exposé en montrant que pas seulement en Italie, mais des groupes mafieux qui blanchissaient leur argent de la drogue et d'autres choses, y compris dans l'agriculture, eh bien, gagner des marchés, et y compris les débouchés. Et donc ces gens-là ne sont pas des paysans, évidemment. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une gangrène qui touche l'Europe? Il y a beaucoup de lobbying en Europe, il y a beaucoup d'argent, il y a sans doute beaucoup de démarches pour avoir de l'argent. Ceux qui font le plus de lobbying dans l'Union européenne et auprès de la Commission, ce sont surtout les lobbyistes d'entreprises diverses et variées, industrielles ou autres, pour avoir des avantages, pour réduire telle ou telle, modifier telle ou telle directive, etc., etc. Moi, ce que je pense, c'est que la manière dont fonctionne la Commission européenne avec un commissaire par pays et une armée de fonctionnaires qui sont en contact permanent avec des lobbyistes, parce que les lobbyistes, l'avantage qu'ils ont quand ils connaissent un dossier, c'est qu'ils facilitent le travail des fonctionnaires en pré-rédigeant des directives, etc., etc. Et donc, il faut être vigilant par rapport à cela, mais qui peut contrôler? Les députés au Parlement européen, ils n'y arrivent pas. Et même au Parlement européen, moi j'ai suivi certains débats, sans qu'il y ait de mafia. Quand on présente un rapport, par exemple, ça peut être un rapport de qualité, mais pour le faire adopter, il faut mettre tellement d'eau dans son vin, souvent, pour dégager une majorité au niveau du Parlement européen, que quand le rapport est adopté, il ne ressemble plus beaucoup à ce que le rapporteur avait mis dedans au départ, quand il était de bonne foi et quand il voulait bien faire. Et donc, ça montre aussi que le fonctionnement de cette Union européenne, il n'est pas satisfaisant du tout. Je pense aussi que on a trop de pays dans l'Union européenne. On n'aurait pas dû faire entrer autant de pays aussi vite comme on l'a fait, mais il y avait la volonté sans doute politique et politicienne de couper les pays d'Europe centrale de la Russie quand le bloc de l'Est s'est effondré. Mais ce que je vois, moi, c'est que depuis que la Pologne, la Bulgarie
la République tchèque, la Slovaquie et les autres sont rentrés dans l'Union européenne, et bien comme dans ces pays-là, les salaires sont 3, 4 ou 5 fois plus bas que dans les pays de l'Ouest européen, d'une part, on a délocalisé beaucoup de produits, beaucoup de production industrielle dans ces pays-là, parce que avec le bas coût de la main-d'œuvre, ça, évidemment, ça donne plus de profit aux entreprises. Et puis, parallèlement, eh bien, il y a ce qu'on appelle les travailleurs détachés, qui fait que des travailleurs de ces pays-là, en Allemagne par exemple, c'est très révélateur. Dans les abattoirs allemands, vous avez énormément de travailleurs détachés. Ce qui fait que, avec les économies qu'on fait dans les abattoirs en Allemagne, eh bien, on n'a pas de mal à payer le kilo de porc, de carcasse de porc au départ de la ferme, 1,40 € ou 1,50 € quand il est à 1,18 € au marché de Plérin en Bretagne, par exemple. Ça crée aussi des distorsions de concurrence entre pays de l'Union européenne. Dans les transports, c'est absolument incroyable, les transports routiers. Les chauffeurs de camions maintenant, c'est souvent des chauffeurs de pays, des pays d'Europe centrale, parce que beaucoup d'entreprises de transport européennes de l'Ouest ont délocalisé leur siège dans ces pays-là et donc embauchent ces secteurs-là. Moi, j'en vois plein en région parisienne. Quand je fais le vélo le samedi du côté de Poissy, où ils viennent chercher des voitures, ils viennent de Lituanie et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, par exemple. Et donc, on a ce phénomène, à tel point d'ailleurs que trouver en France aujourd'hui des transporteurs routiers, enfin des chauffeurs pour faire du transport international notamment, c'est devenu difficile tellement c'est mal payé aujourd'hui. Et je dirais que, pour ne prendre qu'un exemple, vous avez comme moi le souvenir des bonnets rouges qui a conduit le gouvernement à ne pas taxer les camions sur les 4 voies en Bretagne qui ne sont pas soumises à péage. Mais si on l'avait fait, ce serait traduit par quoi? À mon avis, par encore plus de délocalisation d'entreprises de transport qui ont leur siège en France, en Pologne, en Lituanie et ailleurs. Je pense que cette écotaxe, comme on l'appelait, il faut savoir d'où elle vient. Elle avait été acceptée par Nicolas Sarkozy quand il avait tiré les conclusions des assises de l'écologie qu'il avait demandé à Nicolas Hulot d'organiser en 2007. La majorité du gouvernement Fillon avait fait adopter une loi mettant ou devant mettre en place l'écotaxe. Mais ils ont attendu que François Hollande soit élu président de la République pour sortir le décret d'application. Ce qui fait qu'il appartenait au gouvernement socialiste de la mettre en place après. Et quand ils ont voulu la mettre en place, il y a eu cette levée de bouclier des bonnets rouges en Bretagne. Il faut avoir ces choses en tête pour savoir le fond des choses. Une autre anecdote, j'en ai pas parlé, mais je ne sais pas quelle est votre position aux uns et aux autres là-dessus. Mais moi, je pense par exemple que vouloir sortir rapidement du nucléaire pour produire de l'électricité, eh bien, c'est prendre le risque d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre au lieu de les diminuer. Je dis ça pourquoi? Parce que l'Allemagne est en train de sortir du nucléaire. Mais le nucléaire en Allemagne n'a guère dépassé les 20%. En France, on en était à plus de 75% à un moment donné. Je ne dis pas qu'on a eu raison d'aller jusqu'à 75%. Mais sortir du nucléaire dans un pays dont l'électricité provient encore à plus de 70% du nucléaire, c'est beaucoup plus compliqué que sortir du nucléaire dans un pays où il n'y avait que 20%. Et en Allemagne, figurez-vous, bien que on ait beaucoup développé les énergies renouvelables, eh bien c'est le charbon et le lignite qui prennent une part encore importante. Parce que c'est vrai que quand il y a du vent et du soleil en même temps, eh bien les renouvelables peuvent approcher les 50%. Mais quand il n'y a ni l'un ni l'autre, ça tombe à 5%. Et donc il faut mettre les centrales au charbon en route.
Et dans un pays comme la France, ce serait encore beaucoup plus compliqué. Et, dernière chose, mais pourquoi Hollande a mis dans son projet ramener le nucléaire français à 50% à l'horizon 2025 et fermer Fessenheim en 2017? Ça n'a pas été beaucoup dit, mais c'était un accord politicien entre le Parti socialiste, le candidat Hollande et les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, dont Yannick Jadot, qui a été le principal négociateur. Le deal a été le suivant. Comme Nicolas Hulot voulait être candidat des écolos en 2012, et comme la montée de Mélenchon allait prendre pas mal de voix au candidat Hollande désigné par le vote des militants socialistes, Hollande avait peur de subir le même sort que Lionel Jospin en 2002, c'est-à-dire d'arriver troisième et d'être éliminé pour le deuxième tour. Et c'est là qu'est intervenu le deal. Le Parti socialiste et Hollande ont proposé aux Verts qu'ils leur laisseraient 60 circonscriptions sans candidats socialistes dans lesquelles ils auraient peut-être une trentaine de députés, où il n'y aurait pas de candidats socialistes contre eux, où le PS appellerait aussi à voter pour eux. Mais, comme les Verts sont anti-nucléaires, eh bien, il fallait leur donner quelque chose en plus, et c'est comme ça qu'a été conclu cet accord, sans étude évidemment sur la faisabilité, pour dire que, eh bien, on ramènerait le nucléaire à 50% à l'horizon 2025 et on fermerait comme signe de bonne volonté la centrale de Fessenheim en 2017. Et finalement, c'est Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, qui a dit un jour, quand il était ministre justement, que après avoir fait des études poussées, il apparaissait que ce n'était pas possible de réduire le nucléaire à 50% à l'horizon 2025, sauf à relancer évidemment la production d'électricité avec des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Donc voilà, l'énergie, à mon avis, est une chose beaucoup trop sérieuse pour être traitée de cette façon-là. Alors, est-ce qu'on sortira du nucléaire un jour? Est-ce que les centrales de 4e génération ont un avenir? Il est trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme il y a eu beaucoup d'hésitations en France pendant un certain nombre d'années, sans doute qu'au niveau du savoir-faire et de la recherche, on a perdu un peu de temps. Mais il arrivera que les centrales qui ont aujourd'hui 30 à 40 ans, il faudra bien les fermer. Mais ce qu'on n'a pas fait non plus, pendant qu'il aurait fallu le faire, c'est travailler beaucoup sur comment démanteler. Et ça, on a pris beaucoup de retard dans ce domaine et on n'a pas provisionné les sommes non plus pour cela. Et comme on ne l'a pas fait, eh bien, vouloir accélérer la sortie du nucléaire, ça voudrait dire peut-être multiplier par 3 ou 4 le prix de l'électricité pour les ménages et pour les entreprises. Ou alors le maintenir bas pour les entreprises et l'augmenter beaucoup pour les ménages. Et donc, je crois qu'il faut avoir toutes ces questions-là en tête pour se dire que la question de l'énergie, c'est quelque chose de très important. Dernier élément sur l'Allemagne, comme ils doivent produire de l'électricité par tous les moyens possibles pour éviter de trop utiliser du charbon, eh bien, ça conduit aussi à d'autres effets pervers, parce que depuis cette décision de sortie du nucléaire, on s'est mis à faire beaucoup de méthanisation en Allemagne, c'est-à-dire qu'on transforme le gaz méthane en électricité. Le problème, c'est que quand on met que des bousses de vache dans le méthaniseur, ça ne travaille pas beaucoup. Il faut mettre beaucoup de verdure dedans. Ce qui fait que pour alimenter le ventre du méthaniseur, on cultive aujourd'hui en Allemagne autant de maïs en silage que pour alimenter le ventre des vaches laitières, ce qu'on ne faisait pas avant. Et ça a d'autres conséquences, ça a fait flamber les cours des terres agricoles et donc ça complique aussi la situation d'un certain nombre de paysans. Mais comme il y avait des grandes fermes dans l'ex-Allemagne de l'Est qui n'ont pas été démantelées et qui ont été livrées au privé, eh bien ce sont ces grandes fermes aujourd'hui qui font beaucoup de méthanisation et donc qui le vendent à un bon prix et qui
se font beaucoup d'argent de cette manière-là, mais ce n'est pas la meilleure façon qui soit de faire de l'écologie, parce qu'il faut labourer la terre pour produire du maïs, dépenser beaucoup de gasoil et dépenser aussi beaucoup en engrais et donc en émissions de protoxyde d'azote, etc., etc. Vous voyez, la lutte contre le réchauffement climatique, quand on regarde bien, c'est extrêmement compliqué. Enfin, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, mais je me parlais quand même du nucléaire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis les années 50. J'étais enfant encore à l'époque. Pardon? J'étais enfant et dans ma famille on était contre le nucléaire totalement. Parce qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets. Et on ne sait pas où les stocker. Alors il y a une grande réserve de déchets nucléaires. On stocke les nôtres et on stocke certains d'autres pays, qui se situent entre Pierre-Latte et Bolène, dans la vallée du Rhône, vallée où sévit le Mistral, comme chacun sait. Et j'espère que jamais aucun fût ne sera avec des fuites. Parce que sinon, adieu la Côte d'Azur et tout le reste. Le tourisme et les habitants autochtones. Parce que ça serait grave. Et personne ne peut le vérifier parce qu'il n'y a pas de contrôle. Alors c'est inquiétant. Et ensuite, je veux dire que... L'autorité de sûreté nucléaire contrôle. Non, ça faut... Enfin, moi, je voudrais bien voir comment c'est contrôlé, parce que je l'ai entendu dire souvent, et après on dit « Ah mince, on avait oublié qu'il y avait ça ». Mais ensuite aussi, par exemple, je parle de l'électricité qui vient la plus propre qui soit, c'est-à-dire celle qui vient de l'eau. Puisque je suis dans un département où il y a beaucoup de barrages. La Durance, tout le cours de la Durance, le Verdon ont été entièrement, voilà, bon, une partie du Rhône. Mais par exemple, je vois ici dans la région, il y avait des mini-centrales nucléaires qui étaient tout à fait rentables. Hydroélectriques, pardon, sur le bas. Quand il y a eu les inondations de 94, elles ont été détruites par les inondations, et on ne les a jamais refaites. Donc ça nous a enlevé une autonomie aussi en électricité. Et c'est vrai dans plein d'autres régions, je suis d'accord avec vous. Et ensuite, je veux dire qu'il fallait réfléchir quand on a fait le nucléaire, qu'on faisait quelque chose qui était après, les déchets étaient là pour l'éternité. Parce qu'on ne sait toujours pas quoi en faire. Oui, enfin les retraités, pas tous, hein, parce qu'il y en a que dans 1 million d'années, ils seront toujours et toujours là. Et ensuite, je veux dire qu'on a fait ça aussi pour les panneaux solaires, parce qu'on en a parlé, mais enfin, les panneaux solaires sont constitués, certains produits qui constituent les panneaux solaires ne sont pas recyclables, et on ne sait pas quoi en faire, et ils sont dangereux. On retombe dans les mêmes travers. Ensuite, je voulais parler de mettre des arbres dans les terres cultivables. C'est vrai que dans certains endroits, ça peut être très intéressant. Mais il faut savoir aussi quand même le faire avec pondération. Moi, je fais beaucoup confiance pour ça aux paysans qui connaissent leur terre et qui connaissent leur région. Je sais d'expérience, non pas personnelle parce que je ne suis pas issu d'un milieu paysan, mais pour avoir vécu dans une région où il y a beaucoup de paysans, qu'on peut leur faire confiance pour savoir ce qu'ils peuvent faire de leur terre. Quand on parle de mettre de l'olivier dans les champs, excusez-moi, mais ça me fait rigoler. Parce que l'olivier, par définition, ça pousse là où rien ne veut pousser. Là où il n'y a que du caillou. La terre, il va se le chercher, elle va la chercher, où elle se la fabrique. L'olivier, il ne pousse pas ailleurs. Et ensuite, vous avez des endroits où, comme ici, on a détruit des terres arables, mais on ne pourra pas les remplacer par autre chose si on veut avoir une autonomie alimentaire de proximité, je veux dire, dans certains produits. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Là où elles étaient, elles ont été détruites pour faire du bâtiment ou du béton ou des trucs comme ça. Mais il n'y en a pas ailleurs, on ne pourra pas les compenser par autre chose. Et ici, dans la plaine du Var, il y avait un des meilleurs rendements à l'hectare d'Europe. C'est ça qui m'intéresse. Tu as pas de réponse ou... Pour les questions, on va s'arrêter là parce que on est tenu par les... Non, ben ça, sur le nucléaire, moi je continue de penser qu'on aurait dû travailler beaucoup plus sur le retraitement des déchets qu'on ne l'a fait, parce que tant que on n'éprouvait pas le besoin de dépenser de l'argent, on ne l'a pas fait. Et maintenant, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir pris du retard. Et sans doute aussi qu'on a pris du retard sur
les réacteurs nucléaires de 4e génération qui auraient pu reconsommer en partie ce qui avait été rejeté par les centrales de seconde génération, par exemple. Donc, on a manqué de clairvoyance et aussi, sans doute, on a manqué de rigueur dans ce domaine. Il reste que, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que la situation la plus difficile à gérer serait une sortie rapide du nucléaire. Merci. Voilà, ben on peut remercier notre conférencier.